Dans le secteur privé, il existe une fonction d'audit interne. Le rôle de l'auditeur interne est de vérifier que l'entreprise fonctionne selon les normes qui ont été établies en respectant l'ensemble des procédures. Lorsque le décret 378 a été pris, je voudrais vous lire l'article 3 de ce décret. Il a été dit dans cet article 3, l'inspection générale des services est chargée de contrôler et de suivre la régularité de l'activité de l'ensemble des services relevant de son département. La linéa qui suit précise, elle est également chargée de préparer et de mettre à jour les manuels de procédure ainsi que les manuels d'organisation des services du ministère en collaboration avec le secrétariat général du ministère concerné. Alors ma première question est, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints, où sont vos manuels de procédure? Qu'en est-il? Puisque le texte qui vous crée dit que vous êtes chargé de l'élaboration des manuels de procédure. Commençons donc par le commencement. Où sont ces manuels de procédure? Parce que s'ils n'existent pas, on a la réponse à la première question qui est posée. Pourquoi y a-t-il autant de dérives dans le ministère? Parce que la question n'est pas est-ce qu'il y a des dérives. Vous avez entendu l'affirmation du chef de l'État, je l'ai répété en la lisant pour être sûr de dire ce qu'il a exactement exprimé. Donc, pourquoi y a-t-il autant de dérives? Parce qu'en réalité, comme une rivière sort de son lit, la quasi-totalité des inspecteurs généraux et inspecteurs, vous êtes sortis du texte qui vous crée pour aller vers des pratiques qui n'ont rien à voir avec les missions qu'on vous a données. Dans la plupart des cas, les inspections des services sont mêlées à la gestion. Comment pouvez-vous être juge et partie? Les réponses au courrier ne sont pas respectées. Ou que le traitement des dossiers est anormal. Mais si vous ne faites pas ce travail, qu'est-ce qui va éveiller l'attention du ministre? L'attention du directeur, des secrétaires généraux, l'attention des directeurs généraux pour savoir que la simple opération de réponse, d'accuser de réception et de réponse n'est pas réalisée. Mais si on n'accuse pas réception, à plus forte raison le traitement du contenu des problèmes qui sont évoqués. Dans beaucoup de cas, on répond avec légèreté, de façon tout à fait désinvolte, en se disant de toute façon, content ou pas content, ça ne change rien. Il s'ensuit que le résultat de notre administration n'est pas bon. Voilà la conséquence. Si nous ne sommes pas capables de répondre, nous ne sommes pas capables d'entretenir le dialogue qui doit se faire à juste titre entre les gens qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de la conduite au quotidien des dossiers, et les gens qui s'adressent à l'administration, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qu'ils soient des petits, des grands, des simples citoyens, ceux qui attendent une réponse. Quand je vois le nombre de personnes qui se massent devant les bâtiments de la primature pour venir soulever un problème, les gens viennent s'asseoir. Mais nous avons écrit, attends le mois, il n'y a pas de réponse, etc., etc. Vous alimentez la contestation. Donc, nous sommes en pleine dérive. Et nous dérivons alors que nous disposons des outils, nos aînés, les décrets de 2000, certains d'entre vous ne travaillent peut-être pas encore, ou d'autres étaient des jeunes fonctionnaires, etc. Mais les décrets et les lois de 2000, ça veut dire qu'il y a 25 ans, des gens ont réfléchi à ces questions avant nous et ont balisé le terrain. Et quand ils ont balisé le terrain, ils ont défini les couloirs dans lesquels nous devons fonctionner. Nous n'avons pas à réinventer la roue. Nous avons à évoluer à l'intérieur d'un couloir qui nous a été décliné par des textes qui ont été pris avant nous.
Et ces textes ont été pris pour résoudre un problème. Ça veut dire que les questions que nous avons aujourd'hui, elles sont déjà posées dans le passé. Et pour les résoudre, on a décidé de faire les textes, soit une loi, soit un décret, soit un arrêté. L'origine des lignes sont inscrites là. Ce sont les instances permanentes du ministère, les services permanents qui ne bougent pas beaucoup. C'est eux qui savent quel est le contenu de tel projet, de telle ligne, de tel engagement. Et qui savent, par conséquent, à quoi ça sert ou à quoi ça ne sert pas. Mais qui doit relever cette anomalie? Ce sont bel et bien les inspecteurs généraux et inspecteurs adjoints et inspecteurs tout court. Et pourquoi êtes-vous inspecteur? Parce que vous êtes supposé avoir accumulé une expérience suffisante qui vous permet de comprendre le fonctionnement normal de l'ensemble du ministère et de ne pas tomber dans le premier piège qui peut se poser devant vous. Vous avez normalement l'expérience qui vous permet de comprendre comment ça marche. C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne doit pas avoir à l'inspection des gens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans de maison, 2, 3 ans, 4 ans de carrière. Ils n'ont pas leur place là. S'ils y sont, ils ne devraient pas y être. On doit les sortir de là. L'inspection, c'est normalement la case où les gens qui ont fait déjà une carrière, qui ont maintenant accumulé de l'expérience, peuvent être au service de tout le ministère pour éviter les dérapages, les hésitations, les mauvais virages. Donc ce sont des gens, comme on dit dans le jargon, qui ont de la bouteille. Ce n'est pas des apprentis. Comment se fait-il que nous dérapions à ce point? Et j'aime poser cette question. Je la pose ici, je la pose pour d'autres raisons. Quand on regarde l'administration gabonaise, comparé à d'autres pays, le niveau de qualification dans l'administration gabonaise est très élevé. Vraiment élevé. On trouve des gens bien qualifiés dans la quasi-totalité des ministères. Quand je dis bien qualifié, c'est vraiment bien qualifié. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous avons placé les curseurs au mauvais endroit. Et les gens qui devraient faire un certain nombre de travail, un certain type de travail, se défilent, ne font pas ce travail. Ils ne le font pas. Un inspecteur général, c'est quelqu'un qui a sa carrière derrière lui, il n'a pas peur, il n'a pas avoir peur de dire ce qu'il voit. Mais s'il exige, avant que telle opération ne soit validée, qu'on vienne la lui présenter, parce qu'il a besoin de mettre son visa ou une approbation, ça veut dire qu'il se met automatiquement d'accord de coup. Les gens qu'il va contrôler les tiennent. Voici la raison pour laquelle je vous ai appelé ce matin. À la fois, pour vous rappeler ce que le chef de l'État a dit il y a 3 semaines. Ce n'est pas une innovation ou une invention de ma part. Donc je vous rappelle ce qu'il a dit il y a 3 semaines. J'interpelle votre conscience que ce qui est en train de se faire, ça ne peut pas continuer, ce n'est pas bien. Et je vous mets en garde. Parce que je ne vais pas laisser ça. Le président a dit, je rappelle, je vous instruis de mettre en contribution à la justice pour mettre un terme à cette pratique d'un autre âge. Avant que nous en arrivions à ces excès, à ces extrémités, il faut que vous vous ressaisissiez. La corruption, appelons le mot, puisqu'on ne veut pas le désigner, la corruption a plusieurs formes. La corruption, c'est le fait de trafiquer un dossier et de ne pas, à l'occasion de l'examen d'un dossier, laisser la place à la personne qui l'a mené. C'est déjà la corruption. La corruption, c'est le fait de prendre le dossier qui est en haut, qui doit être traité maintenant, et de le mettre en bas en disant celui qui est venu derrière m'a donné une incitation, bien c'est un parent, c'est un ami, etc. Donc je vais traiter son dossier qui est en bas de pile avant le dossier. C'est de la corruption. C'est tout ça, les ensembles de comportements qui vont dans le sens de la corruption, ou qui constituent de la corruption. La corruption, c'est le silence que vous observez. Quand vous voyez une anomalie, et que vous commencez à écrire des notes qui sont ambiguës,
Là, je m'adresse aux secrétaires généraux. Et les inspecteurs généraux et inspecteurs qui laissent passer ces notes et qui ne font pas remarquer que les notes ne sont pas claires, ne pointent pas les problèmes, vous êtes dans la corruption aussi. Parce que vous venez de mélanger la chèvre et le chou. Vous ne voulez pas mécontenter quelqu'un parce que la fois d'après, il ne vous partagera pas les prébendes. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes une administration de gens bien qualifiés, je le répète. Nous ne sommes pas au niveau où nous devrions être. En termes de qualité de service. Et même en termes d'équipement. Dans la quasi-totalité des ministères, vous allez vous promener, vous trouvez les gens en train de jouer au jeu sur les écrans les ordinateurs qu'ils ont. On joue au jeu. On parle du ministère de la fonction publique et de l'emplacement des capacités. Mais combien de personnes demandent à participer à un stage de 2 semaines, 3 semaines pour mieux maîtriser le logiciel Word ou bien le logiciel Excel, pour être capable de mieux faire PowerPoint, etc. Pour être simplement capable d'être plus performant sur l'outil que l'on a. Mais tous les ans, on demande de nouveaux équipements. On dit qu'il n'y en a pas assez. Mais quand on fait le rapport de ce qui a été acheté pendant les 3-4 dernières années et de ce dont on dispose, on voit qu'en réalité, si on voulait travailler, on s'en sortirait. Et même bien. L'année dernière, j'ai réuni les DCRH et je leur ai demandé quels étaient les effectifs dans leur ministère. Même le chiffre des effectifs dans les ministères était un problème. Les DCRH avaient un chiffre, les secrétaires généraux avaient un chiffre, les ministres avaient un chiffre. Dans le même ministère, comment peut-on imaginer cela? Si on n'est pas capable simplement, dans un ministère, de dire combien il y a de personnes, alors qu'est-ce qu'on peut contrôler dans le ministère en question? Comment faites-vous l'évaluation des gens? L'évaluation. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler, on était noté tous les trimestres. Il y avait une notation tous les trimestres. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que les militaires, la fonction publique militaire, continuent à évaluer leur personnel. Alors pourquoi les militaires évaluent les leurs et les civils n'évaluent pas les leurs? Pourquoi? C'est la même administration, c'est la même caisse qui paye. On paye. Et celui qui paye a le droit d'évaluer celui qui paye. Qui doit évaluer? Qui doit contrôler que l'évaluation se fait de façon objective? Ce n'est pas pour les inspecteurs généraux et adjoints et les secrétaires généraux. Que faites-vous de vos évaluations? Où est-ce qu'on en est? Comment sait-on qu'on atteint les objectifs qu'on s'est assignés s'il n'y a pas une évaluation? Chacun fait comme il veut, il vient le matin, il rentre le soir, il s'en va, et puis la semaine commence, elle se termine, puis le mois commence, ça se termine, et l'année se termine, et chacun se dit, bon, l'année est terminée, et allez. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est où vous déposez le manuel, où vous êtes parti. On va commencer comme ça. Manuel de procédure et manuel d'organisation des services. Et ensuite, les secrétaires généraux, vous avez 60 jours pour me déposer un système de notation de vos agents. 60. Si je ne l'ai pas à la fin du mois, 60 jours, vous êtes parti. Dans 60 jours, vous me donnez une évaluation, un système d'évaluation dans vos directions. Comment vous évaluez les gens? Un système objectif. Le copinage, la camaraderie ne nous rendent pas service. Ils affaiblissent notre administration et ils affaiblissent les performances que nous pouvons avoir. Nous sommes un petit pays en population. Puisque nous sommes petits, nous sommes obligés d'utiliser la pleine puissance de la totalité de nos ressources humaines pour obtenir des résultats. Nous n'avons pas les moyens de laisser les gens comme ça avec des faibles rendements. Ce n'est pas à notre possibilité, à notre portée. Je vous rappelle que juste à côté de nous, le Cameroun a 30 millions d'habitants. La compétition va s'intensifier. On parle de CEMA, on parle de ci. Mais il faut qu'avec le nombre de personnes que nous avons, avec la population que nous avons, nous ayons des rendements et des productivités qui soient au minimum à la hauteur, sinon au-dessus de ce que nos voisins ont. Si nous avons l'ambition
d'être à l'égal de nos voisins, mais ça, ce n'est pas une ambition. Notre ambition devait être en tête des autres. C'est une seule ambition. Eux aussi cherchaient la tête. Mais nous, chez nous, nous aussi, on doit dire nous serons en tête. Et être en tête, c'est purger l'administration de ces mauvaises pratiques. Donc, je vous donne 60 jours. Et le compte à rebours commence aujourd'hui. 60. Pour que vous me déposiez les manuels de procédure et les manuels d'organisation pour citer des inspecteurs généraux et pour les secrétaires généraux, que vous me donniez un système de notation de vos personnels. Comment évaluer vos personnels? Quel est le système que l'on met en place? Qu'il soit un système ouvert, équitable et qui ne souffre pas de contestation parce qu'on aura noté le cousin, la cousine, le copain, la copine, etc. Non, ça doit être quelque chose de clair. Alors, 60 jours. Si on n'a rien dans 60 jours, je vous répète, ma position est claire. Dans 60 jours, on fait un mouvement complet. Tous les gens qui ne sont pas à l'heure, hop, on les change. Il faut que les choses, avant qu'on aille devant les tribunaux, c'est un peu loin, on va commencer par ce qui est à notre portée. La seconde chose que je vous demande aux inspecteurs, c'est de sortir de tous les circuits de gestion financière du ministère. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Vous êtes des auditeurs et un auditeur ne participe pas à la gestion. Il audite, il regarde. Il ne gêne pas l'exécution, ce n'est pas son rôle. Il signale que ça marche ou ça ne marche pas. Il signale dans un rapport écrit l'anomalie, il la signale. Il la décrit, il la signale. Il dépose son rapport. J'attends tous les mois, à partir de maintenant, la copie du rapport des inspecteurs généraux de services. Vous déposez une copie directement chez le ministre et une copie directement chez le Premier ministre. Je veux une copie de vos rapports tous les mois. Et ça commence ce mois qui va démarrer là en février. Fin février, je veux vos rapports. D'ailleurs, nous sommes le combien? On est le 28. Bon, vous n'avez pas eu le temps de mois de janvier, mais février. Je veux voir ces rapports, je veux les voir. Vous les déposez en copie directe au cabinet du Premier ministre. Et je vais voir, si vos rapports sont complaisants, vous êtes parti. Si c'est une question de complaisance, vous êtes parti aussi. Mais si ce sont des règlements de compte que vous voulez faire, ça ne sera pas mieux. Prenez de la hauteur. Un inspecteur, je répète, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui parle objectivement pour le service, parce qu'il veut que son ministère se présente mieux dans la compétition, dans la contribution à l'évolution du pays. Donc ce n'est pas un outil de règlement de compte, ni un outil de protection des amis. C'est un rapport foi, objectif. Et ce n'est pas la peine de me faire des rapports de 100 pages. Voici les raisons pour lesquelles je vous ai appelé ce matin. Je vous ai appelé pour un sursaut.